100% Bénin, l'aventure, mesdames, messieurs, au niveau du secteur de l'éducation se poursuit, mais spécifiquement au niveau de l'enseignement supérieur pour ce numéro-ci de votre émission Débat. Bienvenue. Paralysie des activités académiques pour fait de grève, vous le savez, ils ne sont plus seuls. Les étudiants à s'illustrer sont également vent debout pour la satisfaction de leurs revendications. Les enseignants, 212 heures de grève, ils en sont désormais à 96 heures, exigeant une oreille attentive de l'autorité. La dernière rencontre devant aboutir à un dégel de la situation n'aura malheureusement pas contribué à faire bouger la ligne. Mais qu'est-ce qui oppose réellement les enseignants du supérieur à leur ministre de tutelle? Et pourquoi un durcissement de ton? 112 heures à 96 heures de grève. Ce sont là, mesdames, messieurs, entre autres questions à aborder avec les principaux acteurs concernés par la crise. Faute de disponibilité de cadre du ministère de l'enseignement supérieur, 2 universitaires pour nous accompagner au cours de cette émission. Et ce sera autour du thème grève au niveau des universités du Bénin, le mouvement de débrayage de trop. À ma gauche, Dr Gabin Tchao, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Il est membre du SNARES et de l'intersyndicale des universités du Bénin. Dr Gabin Tchao, bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Merci pour l'invitation que vous nous faites. Sachez-le, le plaisir est partagé. Merci, ici, c'est le rendez-vous d'éclairage de grand nombre sur ce qui est. Je vous remercie. Je remercie également les téléspectateurs pour le plateau qui nous est offert. Nous sommes là pour vous éclairer. Merci une fois encore. En face de vous, comme je le disais, un autre universitaire, le docteur Pascal Agbanyan, enseignant, chercheur à l'EPAC de l'université d'Abomey-Calavi et le maître assistant des universités CAMES et membre du SNES. Docteur Pascal Agbanyan, bonjour. Bonjour, monsieur Yatonji. Merci de répondre à notre invitation. C'est à nous de vous remercier pour l'invitation. Le plaisir est vraiment partagé. Merci. 2 fronts de lutte, mesdames, messieurs, à gérer au mieux par le ministère de l'enseignement supérieur pour une reprise des activités académiques. Jusque-là, pas réellement une lueur d'espoir à l'horizon. Mais il y a eu une date qu'on ne saurait oublier, le 22 mars. Sous médiation rectorale, les 2 parties ont pu s'asseoir autour d'une même table. Des négociations, la formule magique attendue, levée de motion de grève, n'a pu être prononcée. Et pourquoi? Que s'est-il passé? À quel niveau les points ont-ils achoppé? Je donnerai d'abord la parole au docteur Pascal Agbanyan. Docteur Pascal Agbanyan, les parents avaient les yeux rivés de l'autre côté, attendaient la bonne nouvelle. Mais une fois encore, beaucoup ont compris qu'ils vont devoir prendre leur mal en patience. Oui, monsieur le journaliste, ils vont devoir prendre leur mal en patience, et nous-mêmes d'ailleurs, parce que il n'est une joie pour personne qu'on se retrouve dans une situation de crise telle que celle qu'on gère actuellement. Nous-mêmes, on n'en veut pas autant, c'est clair. On aurait souhaité que les discussions se fassent et que les négociations se fassent sans qu'il n'y ait crise véritablement. Mais il faut dire que la crise est venue, pour revenir un peu en arrière, la crise est venue du fait qu'il y a eu manque de dialogue. Manque de dialogue, l'autorité n'a pas voulu prêter oreille attentive au début aux partenaires sociaux pour qu'on puisse poser à temps les problèmes qui pourraient amener à cette situation de crise, par exemple. Donc c'est une fois la crise installée que le dialogue a été renoué progressivement. Bon, on y est, on verra bien ce que décidera la base, sur la base du point qu'on leur fera concernant la rencontre qui a eu lieu hier. Parce que nous, on ne peut prendre aucune décision, comme vous le savez. C'est vrai, il y a eu quelques avancées par rapport à nos attentes, mais ce n'est pas vraiment ça les attentes qui nous ont conduits aux différentes tables de négociation. Donc, c'est la base qui décide. Si ça ne tenait qu'à nous, peut-être qu'on ne serait même plus en mouvement, mais c'est la base qui décide. C'est la base qui décide. Voilà. Parole de membres influents du SNES, même l'ertu du SNARES. En tout cas, puisqu'il y a une voix autorisée qui est sur le plateau, je vous retourne la même question. Pourquoi le mot attendu du grand nombre n'a pas pu être prononcé?
Oui, je vous remercie encore une fois pour l'invitation, pour le plateau qui nous est offert, pour nous faire entendre. Effectivement, le rectorat de l'Université d'Abomey-Calavi a pris sur lui de jouer un peu au médiateur en associant bien sûr les autres rectorats, à savoir Parakou, l'Université de Parakou, l'Université d'agriculture de Porto Novo et l'Instime d'Abomey. Et effectivement, c'est eux qui ont pris l'initiative de demander au cabinet de nous recevoir. Donc, ils ont joué les médiateurs avec bien sûr des personnes ressources. Mais comme vous savez, nous sommes à l'enseignement supérieur où vous gérez des gens bien éclairés, des professeurs et autres. Donc, les syndicalistes ne peuvent pas rester au niveau du ministère pour dire, bon voilà, nous sommes allés au ministère, nous avons entendu ceci et cela, et puis dire, voilà, la fumée blanche peut être vue de dehors. Donc, c'est à l'interne, c'est à la base que les décisions se prennent. Mais par rapport à la rencontre d'hier, est-ce qu'il y a eu d'avancées notables? On en parlera tout à l'heure. Mais dites, quand vous dites la base, qu'il faut voir pour pouvoir prendre une décision. Alors, cette rencontre avec la base, c'est pour quand? Elle pourrait avoir lieu tout à l'heure sur le campus d'Abomey-Calavi, de l'Université d'Abomey-Calavi. Elle aura lieu aujourd'hui vers 13h, où on va faire le point de tout ce qu'on a entendu hier aux collègues qui nous attendent de pied ferme. On va leur faire le point et les collègues vont apprécier et les décisions qui s'imposent ou qui s'imposeront seront prises. Des avancées, il y en a eu, vous l'avez confessé aussi tous deux, mais est-ce des avancées quantitatives ou qualitatives? Ça dépend de quel côté on se met pour pouvoir l'apprécier, pour en arriver à la levée des motions de grève. En tout cas, il y a eu des relais ce jour-ci. On peut lire, par exemple, ceci que je vous rapporte exactement. Presque tous les points de la plateforme revendicative de l'intersyndicale ont été satisfaits, excepté ceux qui impliquent l'application de la nouvelle loi portant statut général des agents de la fonction publique. Sur votre plateforme, il paraît qu'il y avait 15 points. Tous ont été évacués. Quand tous les points sont évacués, il restera alors quoi? En tout cas, d'abord sur l'allégation, c'est quoi votre lecture? Non, ça c'est une communication de journaliste. Ça, ce n'est pas notre je rapporte notre appréciation. Ce que je viens de lire, je l'extrait du quotidien Le Matinal qui a rapporté ces faits, qui aurait pris part ou qui serait dans les secrets de vos échanges. Justement, donc vous rapportez, vous comprenez que c'est des journalistes qui l'ont écrit. Ce n'est pas le cas de notre côté, de notre lecture, puisque nous avons effectivement 15 points de revendication. Mais à part le point concernant les chercheurs de rang doctoral qui ont vu les différents arrêtés, du moins ce qu'on nous a cité, les différents arrêtés d'application du décret instituant leur corps pris, les autres revendications, on peut dire, nous sommes en cours. On n'a pas eu de satisfaction totale quelque part. Si vous voulez, on va commencer petit à petit. Oui, commençons, on est là pour apprécier. Parce que, mais avant de commencer par les points, j'aimerais recueillir l'avis de Dr Pascal aussi. Sur les 15 points, tous rapportent nos confrères du matinal, tous les points ont été satisfaits, excepté celui relatif au statut général. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si tous les points étaient satisfaits, je pense que vous auriez constaté déjà dans notre introduction qu'il n'y avait plus grand-chose à faire que d'aller rendre compte à la base et de prendre la décision qui s'impose. Mais là, nous-mêmes, on ne sait même pas quelle décision sera prise parce que, justement, tous les points ne sont pas satisfaits. Combien de points ont été satisfaits? Et sur certains points même, il y a comme s'il y a une incompréhension de la part de l'autorité selon les explications qui nous sont données. Nous allons faire le point tout à l'heure. Oui, on commence, comme je vous l'ai dit. Et la question de recrutement fait partie des questions préoccupantes à votre niveau. Et là, nous avons eu, nous autres, le bonheur d'apprendre que la question a été abordée
Et le ministère a pris des engagements sérieux dès le vendredi. Et en principe, à moins qu'on se trompe, pour ce qu'on a lu, il y a un appel qui sera lancé pour le recrutement. Il y aura 200 assistants qui seront recrutés dans l'immédiat. Et courant janvier, on assistera à la seconde moitié pour pouvoir faire le plein comme vous l'avez souhaité. Oui, il faut dire, avant d'aborder ce point, je tiens à dire merci au rectorat de l'UAC qui a pris sur lui l'initiative, effectivement, de réunir les deux parties qui se séparaient déjà quasiment parce qu'on en était aux négociations des différents points quand la défalcation est intervenue. Donc, il y a beaucoup de nos collègues qui ont été défalqués, ce qui a failli envenimer la situation. Donc, les deux parties étaient déjà quasiment dos à dos. Mais le rectorat a pris l'initiative de réunir les deux parties et de voir dans quelle mesure on peut procéder au dégel de la situation. Donc, on tient à remercier le rectorat de l'UAC qui a pris cette initiative et qui a tenu jusqu'au bout. Les autres recteurs également ont été de la partie et ont joué de leur partition parce qu'ils ont plaidé pour le dégel de la situation. Donc, on tient à leur dire merci. On ne manquera pas non plus de témoigner notre reconnaissance à Madame la ministre, bien évidemment, parce que après tout, elle devrait et elle a commencé à comprendre qu'elle devrait jouer un rôle de mère de famille au lieu de se mettre en opposition avec des partenaires. Donc, pour en revenir à votre question sur le point du recrutement qui était au point 1, mais qui désormais passerait au point 2 parce qu'il y a eu défalcation et la défalcation, la rétrocession de la défalcation devient le point 1 désormais. À votre niveau aussi? Tout à fait. La République vous aurait beaucoup apporté pour que, bon, il paraît ce qui a été défalqué à votre niveau, ben, c'est ce que vous utilisez habituellement pour de petits besoins, petits déjeuners sans douche par ici, croissant par là, et on pouvait en faire don à la République, Dr Pascal. Vous voyez que vous me faites sourire. Vous me faites sourire parce que cela soulève un autre débat qu'on ne va pas faire ici et que, si vous permettez, si vous avez le temps, vous pouvez nous réinviter pour ce débat-là, pour expliquer à l'opinion publique qu'il y a beaucoup d'allégations par rapport au salaire des enseignants d'université. En fait, les gens se trompent. De fausses allégations, sans fondement. Et quand on va se mettre dans les explications, vous comprendrez davantage qu'on est pire que certaines catégories. On reviendra sur ce point. Si je vous donne la parole. Oui. Donc, je reviens en arrière pour parler du point de recrutement en question. C'est vrai, on a demandé le recrutement en nombre suffisant, sinon progressif, parce qu'on ne peut pas tout de suite avoir tout ce qu'il faut. On est écrasé. Ce matin, je suis arrivé ici, j'ai déjà reçu près de 10 coups de fil par rapport à des enseignements qui m'attendent. Ouais, malgré qu'on est en pleine période de grève, il y a toujours des étudiants qui sont là, il faut les recevoir, il faut regarder leurs travaux de mémoire, etc. Donc, il y a pas mal de préoccupations pour l'enseignant-chercheur d'université. Quand on a demandé le recrutement, c'est vrai, les régimes passés avaient déjà instauré un système de recrutement de 100 enseignants assistants par an, ce qui ne répondait plus. Mais depuis l'arrivée de ce régime, même ce recrutement de 100 enseignants par an a été gelé, suspendu. Ce qui a fâché réellement les enseignants d'université, c'est l'un de ces points-là. Il paraît que par rapport à ce point, vous aviez été associé en amont. Non. Pas vraiment? Non. Pas du tout. C'est de faux relais? Pas du tout. Au contraire, à un moment donné, on sort un papier qu'on dit nouvelle procédure de recrutement d'abord au départ. On a réagi violemment. Après, c'est devenu une nouvelle procédure de sélection. On a demandé on a porté des amendements à cette nouvelle procédure en question après qu'on s'est tiraillé pas mal pendant plus ou moins un temps plus ou moins long sur le système, sur le fait que nous devions apporter notre contribution à l'élaboration de cette nouvelle procédure avant sa mise en application. Donc, on a apporté des amendements. Ces amendements ont-ils été pris en compte entièrement? Point d'interrogation. On reviendra sur ces petits détails-là. Mais en gros, pour répondre à votre question par rapport au point 1, qui était relatif au recrutement de nouveaux assistants, c'est vrai, le recrutement des 100 assistants, la procédure a été lancée. Et l'appel à la candidature sera lancé selon la nouvelle procédure de sélection qu'ils ont sortie et sur laquelle il reste encore des interrogations, il reste encore des points à élucider. Mais on a demandé qu'il y ait au moins 200 à 300 après cette première vague de 100 là
pour rattraper un temps soit peu les années antérieures où il n'y a pas eu de recrutement, où le recrutement a été gelé. Donc, finalement, selon le point qui nous a été fait hier, c'est que le ministre des Finances a accepté et aurait écrit, parce qu'on a demandé un engagement écrit. Vous connaissez l'homme politique. Quand la parole donnée n'est pas toujours, il ne faut pas toujours s'attendre à ça. Il faut, même avec des écrits, des engagements signés, parfois, c'est remis en cause. Donc, ce n'est pas sur la parole, sur l'oralité qu'il faut compter. Donc, on a demandé un engagement signé du ministre des Finances à faire le recrutement d'une seconde vague d'au moins 200 assistants. Ce qu'on nous a dit qu'il a fait hier, on nous a donné lecture. On n'a pas eu. On nous a donné lecture de la réponse du ministre des Finances, qu'il a accepté faire le recrutement de 200, dont une centaine. Voilà. Donc, il faut dire que sur ce point, satisfait, non satisfait, point d'interrogation. Parce que nous, on attend le concret avant de dire oui, voilà, on est satisfait. La lecture qu'on nous a donnée hier, qu'est-ce qui empêche de nous remettre le courrier du ministre des Finances pour dire, bon, voilà ce que vous attendiez par rapport à ce point. Ça aurait été plus facile, on aurait dit, ce point est élucidé, ce point est vidé. Mais ce n'est pas vidé à ce jour alors. Oui, vous avez un complément par rapport à ce point. Oui, j'ai un complément. Vous allez me permettre de bien allez-y. prendre quelques... Bon, la grève... N'oubliez pas, vous avez 15 points et le temps passe vite aussi. Le premier, nous avons... La grève est passée à 96 heures du fait des défalcations opérées sur les salaires du mois de... Il y en a qui ont reçu des messages, tantôt c'est pour le salaire de mars, tantôt c'est... Puisque le salaire a commencé à être viré le 15 mars. Or, on n'a pas eu le salaire de février. Donc, il y en a qui ont reçu des messages de ce que c'est le salaire de février qui est payé le 15 mars. Là. Il y en a qui ont reçu des messages que c'est pour mars. Donc, on ne sait pas réellement quel est le salaire qui est payé aux collègues qui ont connu des défalcations jusqu'à hauteur de 50%. Des retenues sur salaire jusqu'à hauteur de 50%. Donc, unanimement, les collègues ont dit, on ne peut pas être en train de négocier. On n'a eu aucun accord jusque-là et vous vous permettez de faire ça. Puisque nous ne défendons pas de nouveaux droits, c'est des droits déjà acquis. Revenons-en au recrutement. À l'UAC, aujourd'hui, nous gérons environ 70 000 étudiants à l'université d'Abomey-Calavichel. Dans un système LMD. Dans le système LMD. Donc, quand vous faites le calcul, vous retrouvez à plus de 3 000 enseignants nécessaires pour encadrer ceux-là. Vous êtes au nombre de combien? Puisque nous voulons former des gens compétents. Le président lui-même a dit que son pays est un désert de compétences. Nous sommes prêts pour former des gens compétents pour travailler au développement de notre pays, le Bénin. Nous sommes d'accord. Mais actuellement, en poste, nous sommes 864. 864 pour prendre en charge 70 000 et plus. Le gap est important. Vous voyez le gap. Quand nous avons fait le calcul, nous sommes retrouvés autour de 3 000. Nous avons dit, proposé au ministre, puisque de par le passé, c'était 100 qui étaient recrutés par an, mais qui ne suffisaient toujours pas. Nous avons dit, Madame la ministre, quand le dialogue a été renoué à partir du 1er février, nous avons dit à Madame la ministre, nous avons fait les démonstrations avec les argumentaires pour dire, est-ce que le président ayant promis recruter 1535 dans son PAG, est-ce qu'on ne peut pas faire une politique volontariste de recrutement? En faisant quoi? Nous, parce qu'il n'y a pas eu de recrutement en 2016, en 2017, nous avons suggéré qu'il y ait un recrutement de 600 en 2018, 600 en 2019, 600 en 2020, pour que nous nous rapprochions un peu. Et les 600 que nous demandons, ce ne sera pas seulement pour l'UAC, qui a un gap de près de 2700 à combler. Les 600 là, c'est sur les 4 universités, puisque la nouvelle carte universitaire compte 4 universités. UAC, UP Parakou, UNA de Porto Novo et un STIM d'Abomey. Donc c'est ce que nous avons demandé. Et par rapport à ça, on nous a dit, nous n'avons la disponibilité pour recruter que 100. Quand nous sommes allés à la base faire le point, les collègues ont dit non, on ne peut pas faire du saupoudrage, puisque nous voulons former des enfants. Nous n'avons même pas les locaux. Ce qui fait que dans les facultés à gros effectifs, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons les cours par quinzaine. Les enfants font cours une semaine, ils se reposent une semaine, et ils reviennent. Ça veut dire que dans un mois... Dans un mois, ils nous font cours 2 fois cours. Dans un mois, 2 fois. Dans un mois, ils vont au cours 2 semaines. Pour quel niveau finalement? Pour quel niveau? Donc, nous avons dit qu'il faut qu'il y ait une politique volontariste. Ce point aussi, vous l'avez expliqué à l'autorité. Nous avons tout expliqué. Mais on nous dit qu'il y a toujours manque de ressources dans ce pays.
si on ne peut pas tricher, on peut imiter. En quoi faisant, s'il n'y a pas de ressources? L'éducation, l'enseignement, c'est la base de tout développement, puisque les enseignants, nous sommes là pour accompagner les opérateurs économiques, nous sommes là pour accompagner toutes les recherches possibles. Toutes les politiques de développement, nous sommes là pour les accompagner. Donc, c'est ça ce que nous avons suggéré avec des argumentaires bien possibles. On est revenu nous dire que c'est ça. Quand les collègues ont entendu ça, on s'est braqué pour dire, puisque nous allons en revenir, vous travaillez, vous tuez. Il n'y a pas cet enseignant-là qui peut se donner à 100% à sa famille aujourd'hui. C'est-à-dire, même très tard dans la nuit, si vous n'êtes pas en train de préparer des cours, vous serez en train de corriger des copies. Vous serez en train de faire ceci. Maintenant, avec la proposition faite par le ministre... Maintenant, on nous dit que les 100 là, il faut les prendre d'abord. Et de façon sage, nous sommes des gens bien sages, nous avons dit, nous prenons les 100, mais nous devons aller plus loin. Et c'est ça qu'on a eu la promesse de 200. On n'a pas eu un papier qui nous certifie que ce sera fait. Donc est-ce qu'une promesse vaut déjà l'action? C'est l'interrogation. C'est l'interrogation. Ça veut dire que la base. Le premier point là, c'est ça. Ok, on passera... Est-ce que c'est vidé? C'est pas vidé. C'est pas vidé. Oui. On passera au second point avec le docteur Pascal Agboyan. Oui. Voilà, le second point, c'est relatif au décret 2011 sur la revalorisation du traitement des agents de l'État. Le fameux 1,25 oui. que tous les agents de l'État ont eu, sauf l'enseignement supérieur. Vous permettez que je fasse recours à ma fiche, parce que c'est aussi ça. Moi, je n'étais pas sur les lieux, mais j'avais l'obligation de chercher à comprendre un peu ce qui se passe. Et sur ce point que vous évoquez, il paraît que vous avez été pris en compte préalablement. Et là, vous n'en demandez que de trop. C'est une erreur. Comment ça? C'est une erreur. À un moment donné, tout le monde était d'accord qu'il fallait revaloriser l'enseignant du supérieur. Vous passez 30 années de votre vie rien que pour vous faire former d'abord avant de mettre vos compétences à la disposition de votre nation. Et que vous vous retrouvez désormais encore plus nécessiteux que ceux que vous formez, c'est dérangeant. Alors, c'était unanime. Le mouvement était unanime et même le pouvoir en place en son temps du gouvernement défunt a compris qu'il fallait régler cette question-là. Ça a été réglé, même si ce n'est pas entièrement, mais de manière plus ou moins satisfaisante, où on pouvait se dire, bon, on se contente de ça, compte tenu du niveau de train de vie de notre pays. Ce qui a été fait. Et c'est là qu'il y a eu la revalorisation des salaires des enseignants du supérieur à travers le décret 2010. Tout à fait. Qui porte statut général des enseignants du supérieur. C'est suite à ça, peut-être, c'est bien après ça qu'il y a eu les 1,25 accordés aux financiers. Ensuite, les autres corps de l'État ont réclamé. La Cour a donné sa décision et a donné donc droit à tout fonctionnaire de l'État pour bénéficier de ces 1,25. Ce qui a été accordé et échelonné dans le temps par le gouvernement passé. Quel est le péché de l'enseignant du supérieur pour qu'il n'en bénéficie pas alors qu'il est agent de l'État aussi? On ne comprend pas. On ne comprend pas. Selon l'explication qu'on nous a donnée hier par rapport à ce point, c'est que c'est suite à au réaménagement, suite au statut des enseignants du supérieur, qu'il y a eu réclamation par le ministère les agents du ministère des Finances qui ont obtenu les 1,25, les autres également, etc. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas lié à nos statuts, les 1,25 que les autres ont eu. C'est antérieur au statut des enseignants du supérieur. Donc vous demandez là que justice soit faite, simplement. Nous sommes aussi agents de l'État. Même si nous avons compris, vous savez, l'enseignant du supérieur, c'est quand même quelqu'un de raisonnable. N'est pas enseignant du supérieur qui veut. Et d'ailleurs, quand vous regardez, vous ne pouvez pas finir vos études et être recruté enseignant du supérieur à moins de 30 ans d'âge, par exemple. Donc, vous êtes déjà d'un certain âge, d'une certaine sagesse. Vous avez traversé un certain nombre de choses de la vie qui vous amènent à comprendre votre vis-à-vis. Ce qui a fait qu'on s'est replié. On ne s'est pas mis dans la danse en même temps que tout le monde pour commencer à crier les 1,25 donnez-nous. Ce serait un peu exagérant. Ce qui a fait qu'on s'était replié jusque-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'y a pas droit.
C'est peut-être notre silence qui amène aujourd'hui les amis d'en face à dire qu'on n'y a pas droit. On pouvait réagir violemment en son temps aussi et les avoir eu depuis. Oui, un complément. Merci. Par rapport à ça, il a dit les enseignants du supérieur font preuve de sagesse et de recul. Parce qu'en 2010, quand nos aînés ont eu l'indexation de leur salaire, et juste après, ceux du ministère de l'économie et des finances ont demandé à avoir amélioration de leur salaire, ils ont eu. Et les autres corps ont commencé à demander, le gouvernement ne cédait pas. Il y a une décision de la Cour constitutionnelle qui a dit tous les agents de l'État, pour qu'il n'y ait pas de discrimination, il faut l'accorder à tous les agents de l'État. Ce qui fut fait à tous. Mais comme ceux du supérieur sont des gens véritablement sages et qui, parce qu'ils venant de bénéficier de quelque chose, ils se sont approchés des financiers et ont posé le problème. On a dit, vous venez de faire ceci, donnez-nous le temps de souffler un peu. Ça, c'est l'État. C'est pourquoi nous devons avoir des papiers pour sanctionner tout ce qui se passe désormais. Puisque nos aînés, SG, ont fait confiance à la discussion orale qu'ils ont eue pour dire, bon, on va voir ça avec vous dans le temps. Puisqu'on vient d'améliorer substantiellement les traitements à votre niveau, permettez-nous de souffler, de régler pour les autres, puisque c'est échelonné dans le temps. Est-ce qu'un péché de dire, bon, nous sommes sages, nous comprenons ce que vous avez dit aujourd'hui. En définitive, on veut nous dire que pour vous tous, le dossier reste tout entier. Le dossier reste tout entier. Nous sommes fils de ce pays, nous sommes travailleurs de ce pays. La Cour constitutionnelle a dit que tous les acteurs en ont droit. On ne peut pas nous dire aujourd'hui, parce que vous avez déjà eu quelque chose, mais je vais vous surprendre par quelque chose. Est-ce que vous savez que le salaire brut, je ne vais pas donner la vérité, vous savez qu'un assistant qui est recruté, son salaire brut aujourd'hui au Bénin n'atteint pas 250 000. J'avoue que c'est vous qui me l'apprenez. Pour ce que nous apprenons, ben, vous ne serez pas loin des ministres de la République. Voilà. Est-ce que vous savez que même nos professeurs titulaires, pour salaire brut, les professeurs titulaires, ça veut dire que ceux qui ont gravi tous les échelons possibles, oui, qui ont fini, c'est ceux-là qui sont... Il paraît qu'après le chef de l'État, ce sont eux. Je vous donne les chiffres, j'ai les chiffres ici, je vous donnerai un exemple. Même un professeur titulaire, son salaire brut, grade terminal, n'atteint pas 1 million. Au Bénin? Au Bénin, si on enlève les accessoires, c'est-à-dire le salaire brut, il n'y a pas les accessoires du salaire. Vous comprenez, pas 1 million. 977 000, un professeur titulaire au Bénin. Bon, ne vous en faites pas, le gouvernement l'a dit. Mais ce n'est pas là, il commence. Hein. Un professeur titulaire, salaire brut, au démarrage, là, il commence à 714 000. Ne vous en faites pas, donc, le pays est en chantier, vous le savez. Ça va s'améliorer progressivement. Beaucoup. Et les gens n'aident pas le chef de l'État. Les partenaires sociaux que nous sommes là, nous sommes là pour éclairer en même temps notre ministère de tutelle et en même temps le gouvernement. Parce que nous sommes au sommet. Nous comprenons tout. Et ce n'est pas parce qu'on fait preuve de sagesse qu'il faut toujours vous brimer. Vous comprenez un peu? Et parlant de brimade, il y a certains des vôtres qui nous auraient fait parvenir une préoccupation qui paraîtrait date de longtemps, la question des enseignants recrutés, mais qui, depuis, sont demeurés sans salaire. Le point a-t-il également été abordé et évacué, j'imagine? À la rencontre d'hier, par exemple, le ministère nous a servi encore, et c'est la même réponse que nous avons eue. Nous avons, le ministère, je rapporte un peu, nous avons déjà joué notre partition. Imaginez que c'est des gens qui sont recrutés depuis fin 2015 jusqu'à aujourd'hui. Or, la pénurie aidant, tous ceux-là, dès qu'on dit ils sont recrutés, on commence les établissements ou les facultés dans lesquelles ils sont, commence à les utiliser en même temps, puisqu'on n'a pas la ressource qu'il faut. On commence mais jusque-là, ils sont sans salaire. On nous a encore servi hier que le ministère de l'enseignement supérieur a déjà joué sa partition et que le reste du travail à faire relève du ministère des Finances. Est-ce que ce point-là est évacué? Mais non. Et les collègues sont là, ils vont vivre de quoi? Donc, le ministère de l'enseignement supérieur vous renvoie vers le ministère des Finances. Des Finances. Docteur?
Oui, et c'est dans ce jeu de ping-pong qu'on se retrouve tout le temps. C'est un jeu de ping-pong. Dans le même temps, on dit que les réformes exigent désormais que quand vous déposez votre dossier, vous n'avez plus la possibilité de le suivre sur le parcours, la trajectoire, et que tout se fait à l'interne. Dans le même temps, on nous dit ça ne dépend plus de nous, ça dépend de l'autre ministère. L'autre ministère où on nous a interdit de mettre pied. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, vous avez interdit de mettre pied là-bas? Puisqu'on n'a plus le droit de suivre nos dossiers, vous déposez le dossier, vous attendez que tout le circuit sera fait, la réponse vous l'aurez au sein de votre ministère. Et dans le même temps, on dit ça ne dépend plus de nous, ça dépend de l'autre ministère. Et quand vous avez posé la question à l'autorité de savoir ce qu'il faut faire dans ce cadre, sachant que vous n'avez pas la possibilité de faire le suivi de l'autre côté... À la rencontre du 19 février, la question a été posée. Il nous a été demandé de leur faire parvenir 2 des responsables des concernés, des collègues concernés, les nouveaux recrues, ce qu'on a fait. Mais à ce jour, ils n'ont pas le salaire. Ils n'ont pas leur premier salaire. On est obligé de leur venir en aide en allant contracter des prêts dans les banques, nous qui avons déjà nos salaires, pour les aider à subvenir à leurs besoins de base. Mais voilà encore que nous, là, le salaire, il faut attendre 3 semaines dans le mois pour l'espérer, peut-être entier, peut-être amputé. Donc, un point vraiment resté en suspens. Un autre sur lequel vous avez pu accorder vos violons, par exemple? En dehors de ce point, bon, pas pour revenir en arrière, mais c'est pour vous dire que tout ce que nous disons est basé sur des arguments, des preuves à l'appui. D'accord? La décision DCC 11042 du 21 juin 2011 de la Cour constitutionnelle a stipulé clairement que tout agent de l'État a droit à ce 1,25. Pourquoi la décision n'a pas mis, sauf les enseignants du supérieur? Et pourquoi, sur quelle base aujourd'hui on nous dit qu'on n'a pas droit? Qu'on fasse recours à cette décision pour voir. Sur quelle base, sur la base de quel raisonnement on nous dit aujourd'hui qu'on n'y a pas droit? C'est 1,25. On va revenir à cette question, c'est sûr. Maintenant, la signature du projet de décret modifiant le décret 2016, du 4 avril 2016, portant condition, c'est le 3e point, hein, oui. Conditions de bénéfice de la promotion professionnelle des enseignants des UNB. Il s'agit d'une question également de justice sociale. Il y a des doyens de nos patrons qui sont partis à la retraite, mais à l'orée de leur retraite, sur la base des travaux réalisés, ont pu passer les grades au CAMES. Pour les reclasser, le reclassement n'a pas lieu. D'autres ont été reclassés et ont perçu leur salaire normalement, parce que quand vous passez de maître assistant à maître de conférence, par exemple, cela vous donne droit à 2 années de plus. Si vous êtes déjà à l'orée du départ à la retraite et vous passez ce grade, c'est que vous pouvez continuer à exercer pendant 2 ans. Il y a eu des cas du genre qui ont été payés normalement jusqu'à partir à la retraite. Maintenant, on les somme de rembourser. À la retraite, pendant qu'à la retraite, avec la manière dont nos salaires sont taillés, à la retraite, vous partez avec des miettes carrément. On les somme de rembourser à hauteur ils étaient informés de ce qu'ils ne devraient pas percevoir. Non, justement. Non, justement. Les enseignants pris au dépourvu? Oui. C'est ça. Je vais étayer un peu ce que dit le collègue. Vous savez, ce sont nos professeurs qui ont évolué, qui doivent partir, mais qui sont passés, c'est dans l'enseignement supérieur que nous allons chercher nos évolutions à l'international. C'est nous qui évoluons vraiment au mérite, à l'international, au niveau du CAMES, qui regroupe 19 pays. Nous sommes d'accord. Donc, vous allez faire ce parcours-là, alors que pour sortir un article aujourd'hui, dans une revue à Impact Factor, vous avez besoin au bas mot 2 500 000, 2 millions. Il y a un certain nombre, ce n'est pas un seul article qui va au CAMES, hein, c'est grade par grade. Vous allez, et nos collègues, nos doyens là sont allés, certains sont reclassés par la fonction publique, ont été régulièrement payés par le Trésor. Et donc, on fait les 2 ans supplémentaires. Si vous êtes maître assistant, comme l'a dit le collègue, vous allez à la retraite à 63 ans. Mais quand vous passez MC, vous allez à 65 ans. Donc, ils ont été régulièrement payés. Ils vont à la retraite à 65 ans maintenant. Et c'est à la retraite, là, qu'on leur demande
on leur adresse des ordres de recettes, ils doivent rembourser tout ce qu'ils avaient perçu parce qu'ils n'auraient pas droit à ce qu'ils ont perçu pendant les 2 ans. Et le travail qu'ils ont fait pendant les 2 ans pour la communauté, pour la nation. On ne dit rien. Et nous sommes là. Il n'y a pas eu d'échange autour de la question. On a échangé, on a versé tous les éléments d'appréciation possibles. Après la rencontre du 19, on a versé tous les éléments qui sont en nos possessions au ministère. Et aucune alternative n'a été trouvée. Hier, rien. On n'a rien eu là. Est-ce qu'on a avancé? Si vous permettez, par rapport à ce point, il y a eu un décret, le décret 2016-244 du 4 avril 2016, qui a été pris par le gouvernement du docteur Yahi Boni, et pour permettre de résoudre ces cas-là. Mais il y a un petit point à corriger au niveau du décret. Et on est tombé d'accord qu'il fallait corriger ce point. Le ministère a organisé un atelier à l'OCOSA pour la correction de ce point, ce qui a été fait. Et il y a un projet de décret pour corriger le décret dont on parle, afin de permettre à ceux-là de bénéficier de cette condition. Parce que le décret donne une période transitoire pour l'enseignement supérieur de 5 ans pour permettre à ce que tous ceux qui sont dans le cas puissent être pris en charge. Et la correction de ce décret, le projet d'arrêté est fait, mais il fallait qu'il y ait une commission paritaire des différents ministères, c'est-à-dire notre ministère, la fonction publique et le ministère des Finances, pour statuer sur le décret avant sa signature. Et maintenant intervient la nouvelle loi sur les agents de l'État. Et donc on dit, tant que les décrets d'application de cette loi ne sont pas pris, plus aucun décret ne peut être appliqué. Mais donc, c'est le même gouvernement. C'est le même gouvernement. Encore que cela est antérieur à la nouvelle loi en question. Donc, on attend ce qui nous... On a le souffle coupé quand on vous suit par rapport à ces points. Vivement des solutions qui vous permettent d'aller de l'avant. La question des réformes concernant les bourses et secteurs attribués, je crois, par établissement. Il y a eu au moins des acquis de ce côté. Là également, c'est encore une grande question. Ah donc, franchement, je suis un peu embêté, oui. Bon. C'est vrai, ça concerne nos étudiants. Et beaucoup d'entre nous, sinon la plupart de ceux qui ont étudié dans nos universités, ont bénéficié de ces appuis, les secours, les bourses. Mais chose curieuse, c'est au moment où nos étudiants deviennent de plus en plus nombreux, au moment où la paupérisation devient de plus en plus ambiante dans le pays, que notre gouvernement, je dis notre gouvernement, donc notre ministère, prend un arrêté. C'est l'arrêté 471, MECRS, ainsi de suite, portant fixation des quotas de bourses et aides universitaires dans les universités publiques au titre de l'année académique 2017-2018. Et quand vous rentrez dedans, vous allez voir que dans les établissements à gros effectifs, comme je l'ai dit, une faculté comme la mienne, la Flash, qui compte environ 46 000 étudiants, si vous faites le point des bourses qui sont attribuées, je vais vous donner les chiffres exacts. La faculté de droit, 50 bourses, la fac de droit. Et c'est de la première année, c'est dans le même cycle, c'est-à-dire de la première année en troisième année. C'est-à-dire, nous sommes dans le cycle licence, là. Vous avez la FASEG, la faculté des sciences économiques de gestion, 50 bourses. Donc, du semestre 1 au semestre 6. Donc, vulgairement, on va aller rapidement parce qu'il ne reste que 5 minutes. Dites, sur ce dossier-là, il y a eu d'avancée ou pas? Rien. La preuve, les étudiants sont en grève. Oui, nous savons, beaucoup se sont dit qu'avec votre rencontre, il pourrait y avoir quelques acquis. Il n'y a eu aucun acquis là. Pire, il y a des étudiants qui étaient boursiers, secourus, bénéficiaires d'allocations, mais qui n'ont pas eu leur... On a dit réforme de bancarisation jusqu'à aujourd'hui, des enfants qui sont depuis 2 ans n'ont pas eu leur allocation.
Et les noms sont bien sortis au niveau de la direction des bourses et secours universitaires. On ne sait pas ce qui se passe, les noms sont sortis. Oui, mais les enfants voudraient savoir. Et ils se sont dit, avec cette rencontre, ils pouvaient savoir au moins ce qui se passe. On n'a pas bougé. Pour tout dire, on n'a pas bougé à ce niveau. Ah ben, sur quel point avez-vous finalement bougé? Le seul point sur lequel on a semblé bouger encore, qu'on ne nous a pas montré, le point relatif à aux arrêtés d'application du décret portant statut particulier du corps des chercheurs de rang doctoral. Le statut particulier est pris, il fallait des arrêtés d'application pour la jouissance des avantages liés à ce statut. On nous aurait dit hier qu'avant-hier, les 7 arrêtés ont été signés. Et là, on se pose encore de questions. On n'a pas vu, hein? On nous a dit les arrêtés sont là, il y a 7 arrêtés qui sont signés avant-hier, mais il suffisait simplement de nous les remettre pour dire, bon, voilà, sur ce point, voilà les résultats. Vous ne les a pas brandis. On attend peut-être qu'on nous les montre un jour. Encore que là, ça ramène à une autre interrogation. Laquelle? Celle selon laquelle on nous a dit, tant que les décrets d'application de la nouvelle loi ne sont pas rendus disponibles, on ne peut plus prendre d'arrêtés. Mais pourtant, on nous a dit que 7 arrêtés d'application du statut particulier des chercheurs de rang doctoral ont été signés. Il y a une petite contradiction qu'on ne comprend peut-être pas. On n'a pas voulu rentrer dans un dialogue hier. On a juste pris acte du point qui nous a été fait par rapport aux différents points de revendication. On a promis à les rendre compte à la base et la décision viendra de la base. En dehors de ces points que vous avez présentés, quels ont été les points sur lesquels vous auriez voulu vraiment une avancée significative et qui n'aura pas été au rendez-vous? Voilà, au nombre de ces points, il y a la question des 1,25 qui fâche. Sur cette question dont on vient de parler, il y a deux points concernant les 1,25 d'indexation des salaires des enseignants du supérieur. Quand vous prenez le décret 2010, à l'article 72 du décret 2010, il y a les accessoires de solde qui sont cités. Et si vous permettez... Oui, on dit rapidement, le temps tire à sa fin. Voilà, à l'article 72, on dit les enseignants du supérieur bénéficient des accessoires de salaire et avantages ci-après. Indemnité de logement, c'est fait. Indemnité d'expertise, c'est fait. Indemnité de risque, c'est fait. Indemnité de résidence, c'est fait. Prime de qualification, c'est fait. On dit allocation d'incitation à la fonction enseignante. Ça n'apparaît nulle part sur nos fiches de paie. Et pourtant, c'est dans le décret 2010 qui est signé de nos autorités et qui est actuellement en vigueur dans l'enseignement supérieur. Et c'est ce qu'on réclame. On ne réclame rien de nouveau, monsieur Yetouni. Oui, Gabin. Oui. Par rapport à l'incitation à la fonction enseignante dont vient de parler le collègue, figurez-vous que ça a été payé aux collègues une fois. En octobre 2010, ça a été payé aux collègues. Après, ils ont retranché ce qu'ils ont payé. Et après, la ligne a été supprimée sur les fiches de paye. Nous sommes enseignants, oui ou non? Nous sommes enseignants. Et c'est donné à tout le monde. Vous voyez le corps des hospitalo-universitaires. Oh. Oui. Ça va être vraiment malheureusement votre conclusion. Oh, okay. Oui, comme je vous l'ai dit, le temps passe si vite. En conclusion, je vais vous dire que l'enseignant du supérieur n'est pas si bien loti que ça. Je vous ai donné quelques indications. Si quelqu'un qui commence à mettre assistant et qui doit rester assistant jusqu'à la retraite, vous voyez, on va calculer en tout cas sa pension de retraite sur son salaire brut, donc qui n'atteint pas 300 000. Pascal Adrien, oui. Justement, savez-vous qu'au Bénin, jusqu'à la date d'aujourd'hui, 85% des enseignants n'ont pas eu la prime de rentrée. Jusqu'à la date d'aujourd'hui. Si nous n'étions pas des gens sages, nous allons nous mettre dans la rue depuis, puisque ceux des autres corps ont eu avant la rentrée. Et que la sagesse continue, pas dit ça loi, oui, Pascal Adrien, ça va être en même temps votre mot de la fin. Vous voyez, comme le dit mon collègue, l'enseignant du supérieur fait preuve de sagesse, vraiment de sagesse et de patience. Parce que sinon, vous nous aurez déjà vus dans les rues à plusieurs reprises. Mais vous allez remarquer que depuis toujours, il est rare, très rare, rarissime de remarquer que des enseignants du supérieur descendent dans la rue. Ça a été fait une seule fois. Et c'était pour l'obtention du décret 2010 qui finalement a été signé. Parce que c'était trop en ce moment. Là, actuellement également, on était vraiment au bord du gouffre.
mais on essaye de garder notre souffle parce que après tout, si nous nous mettons à réagir comme les autres, on nous prendra comme les autres. Merci à vous d'avoir été des nôtres, mesdames, messieurs. C'est vrai, vous auriez voulu les avoir encore plus que le temps passé ensemble, mais le temps reste le temps, le rendez-vous aussi. Pour ce jour-ci, je suis Ratou. On se dit à très vite sur le plateau de 100% Bénin, peut-être encore avec eux, quand la base sera contactée. Et je vous fausse compagnie cette fois-ci sur cette citation de Blaise Pascal, la célèbre citation « L'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. » Merci pour la compagnie et à très vite sur 100% Bénin. Merci, monsieur Anthony.